Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Louis Furier. Alors je l'avais déjà reçu il y a peut-être quelques mois pour présenter son magazine. Je le reçois à nouveau pour présenter deux numéros, le numéro 18 et 19, afin de traiter de différents auteurs très importants, notamment Nicolas Gomez Davila et Abel Bonnard. Mais tout d'abord, cher Louis Furier, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Xavier, merci. Merci à vous. Alors vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de ce magazine. Alors ce que je propose, c'est que vous fassiez peut-être encore une petite présentation. On a déjà fait une entrevue, mais peut-être une brève présentation pour les personnes qui ne l'auraient pas vue, de votre revue et peut-être de sa ligne. Puis ensuite, nous aborderons évidemment les deux numéros. Voilà, donc je suis le directeur de la rédaction de la revue Écrit de Rome. Écrit de Rome, Rome faisant eh bien, allusion à la fois à la Rome évidemment catholique, c'est une revue catholique, et aussi eh bien, à la Rome, je dirais Rome comprise comme le cœur de notre civilisation européenne. Donc c'est une revue eh bien, qui se donne pour mission de défendre et de promouvoir notre civilisation européenne dans une perspective chrétienne, dans une perspective intégralement catholique, sachant qu'évidemment, eh bien, l'Europe pour nous n'est ni l'Europe de Bruxelles, c'est évident, ni un mythe ou je ne sais trop quoi, mais eh bien, tout simplement cette civilisation qui est née à Athènes, qui s'est prolongée à Rome, et que le christianisme eh bien, a surélevé, dont le christianisme a fait très certainement eh bien, la plus belle, la plus grande des civilisations qui ait jamais existé. Et donc comment dirais-je, notre projet est de présenter chaque mois, c'est une revue mensuelle, un auteur européen de droite, disons. Alors par droite, en quelques mots, hein, parce que c'est aujourd'hui un mot qui ne signifie plus grand-chose. Par droite, nous entendons eh bien, catégoriquement opposé au principe des Lumières et à la Révolution de 1789, ainsi qu'à tous ces divers produits, à toutes les diverses forfaitures eh bien, qui en proviennent. Voilà. Donc, chaque mois, nous présentons eh bien, un auteur européen de droite dont comment dire, nous estimons eh bien, que la pensée est encore actuelle. Et donc l'idée eh bien, est à la fois de présenter et de réactualiser cette pensée. Alors une dernière précision, nous disons européen, il peut y avoir quelques petites exceptions puisque notre numéro 18 portait eh bien, sur Nicolas Gomez Davila, dont nous allons parler, qui était colombien. Voilà, mais Nicolas Gomez Davila, j'anticipe un petit peu, hein, mais se disait européen pour la simple et bonne raison qu'il estimait que la Colombie eh bien, était un pays artificiel, né au milieu du 19e siècle suite à une révolution maçonnique, et que par conséquent, eh bien, il n'était pas colombien, mais espagnol et européen. Voilà, donc c'est pour ça que nous en parlons. Et enfin, un dernier point, je disais intégralement catholique, là aussi c'est malheureusement un mot, le mot catholique comme le mot chrétien, qui voilà, a tendance à ne plus vouloir dire grand-chose. Nous sommes très simplement des catholiques de tradition. Nous inscrivons dans la grande tradition de l'Église, qui est celle, eh bien, tout simplement, qui prend pour source eh bien, la Bible, l'Évangile en particulier, et voilà, la tradition de l'Église, les pères, le magistère,
et non d'autres sources, et non la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc c'est un catholicisme qu'on peut appeler intégral ou intégraliste, comme on disait au début du XXe siècle, et non un catholicisme frelaté. Voilà, je pense que la présentation est claire. Très bien, oui, non, parfait. Je mettrai aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs les différents liens, évidemment, pour se procurer les revues et puis évidemment pour aller voir sur votre site internet. Alors peut-être pour présenter un petit peu aussi à l'écran, donc là nous avons Les horreurs de la démocratie, publié aux éditions du Anatolia et du Rocher. Ici, la même chose avec le réactionnaire authentique. Et puis là, un petit dernier, critique du droit, de la justice et de la démocratie. Donc je mettrai aussi les liens des ouvrages dans la description. Alors, vous le dites aussi dans votre article, Gomez Davila, je crois que même c'est votre chroniqueur, hein, Michael Rabier, pardon, qui le dit. Mais Gomez Davila n'est pas un essayiste à proprement parler. Hein, c'est un rédacteur de scoli, ce qu'on appelle des scoli ou des aphorismes. Mais je crois même que le terme aphorisme, il est contre, hein, parce que dans les quelques petites... je crois qu'il a une phrase où il dit justement « Vous ne trouverez pas des aphorismes dans ce livre, mais des scoli ». Il est plutôt attaché à cela. Et puis, il attache beaucoup d'importance à dire des choses extrêmement vraies, en une ligne, hein, si possible, puisqu'il a tendance à penser que plus c'est long et plus on dilue la vérité d'une certaine manière, puisqu'on s'enferme dans un système. Alors je vais peut-être donner deux scolies. La vérité s'altère lorsqu'elle oublie le processus concret qui l'a fait naître. Et une autre, toute finalité autre que Dieu nous déshonore. Alors peut-être on va évoquer peut-être un Tout est point. résumé. Exactement. C'est vrai que là, on Là, résume quand même pas mal la pensée de Davila, Gomez Davila, pardon, qui est, je dirais, de l'antimodernisme, mais je dirais au sens aristocrate du terme, hein, pas au sens moderne. Et puis, sa défense du catholicisme assez exceptionnelle. Il faut le reconnaître. J'en cite une dernière. Je ne parle pas de Dieu pour convertir quiconque, mais parce que c'est le seul sujet dont il vaille la peine de parler. Enfin, c'est absolument exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre justement sur Gomez Davila, sur ses scolies, sur son antimodernité et puis aussi sur son catholicisme? bon, alors peut-être quelques instants revenir sur sa vie. Alors, sachant que ce sera extrêmement rapide puisqu'il a mené une vie de solitaire, d'intellectuel. Alors, il était marié, hein, il a eu des enfants, me semble-t-il, mais il a vraiment mené une vie, oui, je dirais, de solitaire et de philosophe. Ne lui refusons pas ce qualificatif, même si je crois que lui-même n'aimait pas le terme parce qu'il associait bien la philosophie à l'esprit de système, etc. Néanmoins, je pense que sa pensée est si, comment dirais-je, si perçante qu'il mérite bien ce qualificatif. Donc, une vie d'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'est très très peu mêlé, je dirais, aux affaires politiques, politiciennes de son siècle. Voilà, un certain mépris, plus que ça, un mépris certain pour la politique politicienne, euh, que je fais mien, je l'avoue bien volontiers. Je crois que c'est aussi votre cas, tant cette politique politicienne est synonyme bien souvent de concession, voilà, de magouille aussi. Bon. Euh, c'est quelqu'un qui, alors ça il faut le dire d'emblée, qui s'est toujours distancié de manière très nette, eh bien, de ce qu'on peut appeler, de ce qu'il appelle les conservateurs. Voilà. Alors, Nicolas Gomez Davila n'a écrit quasiment que des scolies. Néanmoins, au début, alors c'est une traduction, hein, mais au début du réactionnaire authentique, eh bien, donc, dans lequel il se définit comme réactionnaire et dans lequel il assume le terme de réactionnaire, ce que peu de gens font, donc rien que pour ça, ça le rend assez sympathique. Eh bien, au début, il a une douzaine de pages euh, dans
dans lesquels eh bien, il tâche de montrer la différence qu'il y a entre le conservateur d'une part et le réactionnaire authentique. Et alors son propos, il est le suivant, c'est de dire que là où le conservateur eh bien, s'attache à conserver certaines formes du passé, et finalement n'est qu'un, j'ai envie de dire, n'est qu'un libéral, mais qui a envie qu'on entre, je dirais, dans le monde nouveau avec un petit peu plus de recul, avec un petit peu plus de prudence que le libéral. Eh bien, le réactionnaire, lui, n'est attaché en soi à aucune forme passée, mais en revanche est attaché à ce qu'il y a d'éternel, à ce qu'il y a d'intemporel dans ce monde. C'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Gomez Davila eh bien, considère que le réactionnaire est toujours, qu'il le sache ou non, un héritier de Platon. Alors non pas que la philosophie de Platon soit parfaite, mais d'abord c'est la première philosophie, voilà, comme nos auditeurs le savent sans doute, c'est la première philosophie élaborée, dont celle d'Aristote est en grande partie héritière, hein, quand même s'il peut y avoir, même s'il y a quelques nuances. Et bon, par ailleurs, quand Nicolas Gomez Davila eh bien, dit que tout réactionnaire est au fond un héritier de Platon, ça ne veut pas dire que le réactionnaire adhère en tout point au système platonicien, mais ça veut dire qu'il en retient ce qu'il y a d'essentiel, à savoir cette idée que dans notre monde où tout passe, il y a des choses qui ne passent pas, que Platon appelle des eidos, qu'on peut traduire par idées ou formes, c'est le terme que Aristote retiendra, des idées qui ont quelque chose d'éternel, osons dire, qui ont quelque chose de divin. Au fond, le réactionnaire est celui qui eh bien, considère que dans ce monde où tout passe, il y a en revanche une chose qui ne passe pas, qui est évidemment Dieu, ainsi que les natures, les essences qui ont été créées par Dieu. Voilà. Donc le réactionnaire est celui qui considère eh bien, qu'il y a des essences eh bien, que l'homme, comment dirais-je, sur lesquelles l'homme n'a aucun pouvoir. Voilà. Et on voit ici au passage que le réactionnaire authentique, ou l'homme de droite authentique, alors Gomez Davila par ailleurs critiquera beaucoup la droite d'argent, la droite capitaliste, si tant est qu'on puisse l'appeler droite. Mais voilà, la droite authentique, en fait, est comment dirais-je, une philosophie qui ne peut se passer tout simplement de l'idée d'ordre naturel et donc de l'idée de Dieu. Hein. On est véritablement de droite. Ça, c'est Gonzague de Reynold qui le dit merveilleusement bien. La véritable pensée de droite, si on veut que ce mot, cette notion ait un sens, est une pensée qui reconnaît l'existence d'un ordre naturel, lequel est le fruit de Dieu, assez simplement. Voilà, si on n'admet pas ça, on n'est pas de droite, on est autre chose. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important et sur lequel donc Nicolas Gomez Davila eh bien, revient au début du réactionnaire authentique. C'est quand même intéressant de lire ce passage sur la différence entre le réactionnaire et le conservateur et évidemment le libéral pour, je dirais ensuite, pour avoir des clés de lecture pour interpréter eh bien, l'ensemble de ces scolies. Bien Et sûr. donc, en fait, je pense que là est l'essentiel, c'est-à-dire que là, vous avez à la fois la véritable réaction à la modernité, voilà ce que signifie l'anti-modernité chez Gomez Davila, c'est-à-dire le refus finalement de tous les historicismes, et puis eh bien, cet attachement foncier à l'idée d'ordre naturel, à l'idée d'essence éternelle, sur lesquelles les hommes n'ont aucune espèce de pouvoir. Ce que nous pouvons et ce que nous devons faire, nous, êtres humains, eh bien, même dans l'ordre purement naturel, hein, et ça, les anciens, Platon, Aristote l'avaient compris, c'est nous conformer à cet ordre divin des choses. Voilà, que ce soit individuellement ou collectivement. Toutes les philosophies, tous les systèmes modernes, eh bien, qui considèrent que finalement l'homme
et voilà, et peut s'émanciper d'une manière ou d'une autre de ces essences éternelles, sont des philosophies qui sont catégoriquement à rejeter quand on est un réactionnaire authentique et quand on est un catholique authentique. Oui, on pourrait évoquer aussi évidemment les droites en France, hein, de René Raymond, où il y a la droite des affaires, hein, la droite orléaniste, la droite bonapartiste et la droite légitimiste. Or, évidemment, cela est faux, puisqu'il n'y a qu'une seule et vraie droite, c'est la droite authentique. Celle, en effet, qui se soumet à l'ordre naturel et évidemment au bon Dieu. Alors, je vais citer quelques passages de ce réactionnaire authentique, hein, parce que j'avais noté de mon côté aussi pas mal de choses, je pense, qui pourront intéresser nos auditeurs. Le réactionnaire ne peut pas se taire, parce que sa liberté n'est pas simplement l'asile où l'homme échappe à l'agitation qui l'abrutit, et où il se réfugie pour s'assumer soi-même. Dans l'acte libre, le réactionnaire ne se contente pas de prendre possession de son essence. Et un peu plus loin, être réactionnaire, c'est défendre des causes qu'on ne joue pas au dé de l'histoire, des causes qu'il importe peu de perdre. Être réactionnaire, c'est savoir que nous ne découvrons que ce que nous croyons inventer. C'est admettre que notre imagination ne crée pas, qu'elle ne fait que dénuder de tendres corps. Et enfin, et ça vous citez cette phrase qui est absolument magnifique, le réactionnaire n'est pas un nostalgique rêvant de passé aboli, mais celui qui traque des ombres sacrées sur les collines éternelles. C'est exceptionnel, hein. Gomez Oui, Davila, c'est absolument exceptionnel. La profondeur en si peu de choses, vraiment fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je dirais, sur ce penseur de l'antimodernité? Alors, profondément antidémocrate ou ah oui. antidémocrate, comme j'aime le dire. Euh, Peut-être pour nous faire aussi la distinction, parce que vous citiez Gonzague de Reynold, alors c'est pas le sujet du jour, mais Gonzague de Reynold n'était pas forcément antidémocrate au sens propre, parce qu'en Suisse, par exemple, une démocratie peut tout à fait correspondre, enfin pourrait tout à fait aller, si j'ose dire, si la démocratie se soumet au principe du bon Dieu, sauf qu'il fait la distinction entre démocratie et démocratisme, hein, c'est-à-dire des propositions, des sujets à tort et à travers, et puis évidemment l'esprit de boutiquier. Et il Oui. semble que Gomez Davila fait aussi cette critique, c'est-à-dire de cette espèce de démocratie qui se soumet au vent, au sens du vent, et qui au final ne défend pas des principes intemporels. Oui, tout à fait. Alors, bon, en l'occurrence, chez Gomez Davila, voilà, je crois pas qu'il y ait la distinction formellement entre démocratisme et démocratie. Il s'en prend à la démocratie elle-même. Après, comment dirais-je, il faut voir que c'est un mot qui est extrêmement équivoque, en fait, hein, et c'est le problème de ces mots équivoques. Et c'est pour ça que, à mon goût, euh, eh bien, il vaut mieux, je dirais, ne pas en user ou ne pas trop en user. Alors, cela étant dit, comme chacun sait, les grands philosophes eh bien, ont proposé des classifications de régimes, eh bien, parmi lesquelles, comment dire, on trouve la démocratie comme régime bon, possiblement bon, mais si la démocratie peut être conçue comme un régime bon, c'est simplement à entendre comme eh bien, la participation du plus grand nombre à la chose publique. Voilà. Et ça, bon, bah, c'est évidemment pas un mal. Alors, si le nombre des gens est relativement restreint, il y a quand même cette condition hein, très concrète. Et c'est pour ça qu'un pays comme la Suisse s'y prêtera quand même mieux. Si le nombre des gens est relativement restreint, et si par ailleurs et surtout, eh bien, ces personnes sont vertueuses, alors il peut y avoir une forme de démocratie. Mais quel est le problème de fond de la démocratie moderne? Voilà. Parce que évidemment, c'est la démocratie moderne que vise Gomez Davila, c'est le démocratisme, donc c'est-à-dire cette doctrine selon laquelle la démocratie serait la seule forme de gouvernement légitime. Qu'est-ce qui est critiquable, éminemment critiquable dans cette doctrine? Eh bien, dans cette idéologie, c'est l'idée selon laquelle tout homme, en tant qu'homme, n'est-ce pas, en raison de ses droits naturels, soi-disant, eh bien, voilà, aurait le droit de gouverner et n'aurait pas à être gouverné par un autre.
En bref, c'est une démocratie qui est synonyme, c'est un démocratisme qui est synonyme d'humanisme au sens de divinisation de l'homme. Gomez Davila s'en prend aussi à l'humanisme. Alors là, ça pourra peut-être étonner certains, parce que là encore, humanisme est un terme qui est assez équivoque. Si par humanisme, on veut dire les auteurs de la Renaissance qui ont remis au goût du jour, je dirais, certains auteurs antiques, certaines œuvres antiques, en soi, il n'y a pas de problème. Le problème de l'humanisme, et tel qu'il s'est quand même imposé dans les faits à partir de la Renaissance, c'est tout simplement qu'il divinise l'homme. Alors à la limite, dans un premier temps, Dieu, bon, on veut bien, mais voilà, on le met dans le placard, il ne nous dérange pas trop, et puis après, Dieu disparaît complètement. Et c'est, je dirais que la racine de la racine des mots modernes, eh bien, pour Gomez Davila, c'est cet humanisme. Je crois que Michael Rabier parle d'anthropothéisme, un terme un peu technique qu'il invente, mais qui dit bien les choses, c'est-à-dire eh bien, anthropothéisme, divinisation de l'homme. Le problème de cet humanisme, c'est qu'il divinise l'homme, et alors quelle en est la conséquence immédiate sur le plan politique? Eh bien, c'est le démocratisme. Si l'homme est un dieu, si chaque homme est un dieu, ou comme un dieu, eh bien, les hommes sont fondamentalement égaux en tout point. Et donc, de même que dans la théologie catholique, le seul à avoir des droits naturellement, c'est Dieu. Hein, dans la théologie catholique, l'homme n'a pas de droits naturels, ça ne veut rien dire. Même d'un point de vue philosophique, ça ne veut rigoureusement rien dire. Hein. Robinson Crusoe, seul sur son île, n'a aucun droit, puisque personne n'a de devoir à son égard. Donc, dans la théologie catholique, le seul à avoir des droits naturels, c'est Dieu. Celui qui prétend le contraire n'est pas catholique. Bon. Eh bien, l'humanisme moderne, lui, en divinisant l'homme, lui attribue des droits égaux. C'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la France, malheureusement, a la paternité. Eh bien, cette déclaration nous dit que les hommes sont égaux. Alors évidemment, quelle en est la conséquence immédiate sur le plan politique? Eh bien, c'est que seul un régime dans lequel tous gouvernent de manière strictement égale est légitime, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Même si tout le monde sait très bien que c'est une vaste blague, parce que jamais aucun régime, et alors encore moins l'Athènes antique, hein, à laquelle on se réfère si souvent, eh bien, n'a été strictement égalitaire. Enfin, en principe, oui, on peut proclamer que les hommes sont égaux, mais dans les faits, ça n'existe pas. Et dans les faits, dès la Révolution française, eh bien, c'est une minorité qui s'est imposée, en l'occurrence une minorité de francs-maçons, avec malheureusement quelques ecclésiastiques dans le lot. Bon, mais c'est une minorité qui s'est imposée, une minorité qui, eh bien, disait et écrivait très clairement. Je pense en particulier à l'abbé Sieyès. Voilà, c'est encore plus malheureux que ce soit un clerc, mais c'est comme ça. Un abbé Sieyès qui disait très clairement que le régime représentatif que la Révolution instaurait serait le régime d'un petit nombre. Donc voilà, donc sur le papier, on affirme que tous les hommes sont égaux, ce qui est une grande blague, ce qui est par ailleurs une insulte à l'ordre naturel, à l'ordre divin. Et en plus, dans les faits, eh bien, la démocratie moderne se transforme toujours en oligarchie. Et c'est aussi, eh bien, contre cette oligarchie que Nicolas Gomez Davila eh bien, écrit, en particulier contre cette oligarchie de l'argent, parce que ce qu'il note, et ça c'est quand même très actuel encore, eh bien c'est que globalement ceux qui s'imposent eh bien sont les gens qui ont le plus d'argent. Alors non pas que le fait d'avoir de l'argent soit un mal, ce qui est foncièrement un mal, c'est le fait que l'élite eh bien, soit celle des hommes d'argent. L'argent, c'est Bernanos qui disait que s'il y a bien une chose qui n'avait jamais et qui ne justifiera jamais la hiérarchie, c'est l'argent. L'argent n'est en rien raison suffisante d'une quelconque hiérarchie. Et donc c'est aussi à cette oligarchie, à cette plutocratie que Nicolas Gomez Davila s'en prend,
après l'humanisme et le démocratisme. Après vient évidemment le socialisme, le marxisme, qui sont à certains égards des réactions, eh bien, comment dire, qui réagissent face à ce régime de l'argent, mais qui en réalité sont fondés exactement sur les mêmes principes. Bon, ça, je dirais que on le sait, il suffit de lire Marx pour le savoir. Marx, en réalité, ne critique pas les droits de l'homme. Marx, en réalité, ne critique pas la Révolution française. Ce qu'il dit, c'est que les Lumières, c'est que la Révolution française ne sont pas assez loin. Voilà, dans l'instauration d'une société dans laquelle chacun serait son petit Dieu. Le projet marxiste, c'est ça, in fine. Bon, après, on a vu ce que ça avait donné, hein. Mais le projet marxiste, fondamentalement, je dirais qu'à la racine, voilà ce que nous dit Gomez Davila, c'est que c'est le même que le projet des Lumières, que le projet de la Révolution française, que le projet bourgeois. D'ailleurs, pour en finir avec le marxisme, Gomez Davila a fait remarquer que si Marx avait vraiment été un anti-moderne, parce que parfois il critique la modernité, mais si ça avait vraiment été un anti-moderne, la société que Marx aurait appelée de ses voeux serait une société, alors non seulement chrétienne évidemment, mais une société fondée, rurale, et en tout cas fondée avant tout sur les métiers naturels, sur la paysannerie, sur l'artisanat, une société de corporation, une société corporatiste. Bon, ça n'est pas du tout une telle société que Marx prônait, c'est au contraire une société hyper industrielle. Et d'ailleurs, l'URSS, eh bien, a été, comme la Russie soviétique, a été un régime ultra productiviste, voilà, un régime, je dirais, industrialiste. C'est un néologisme, mais bon, tout le monde aura compris. Autant que et matérialiste, voilà, autant que les États-Unis d'Amérique et que les régimes libéraux. Donc voilà, Gomez Davila, en fait, s'en prend vraiment à toutes les philosophies modernes, à tous les systèmes modernes, euh, je dirais, en tant que, fondamentalement, eh bien, il refuse l'idée d'ordre naturel. Absolument, j'ai 2 phrases justement pour peut-être conclure, notre discussion sur Gomez Davila. Que nous dit-il? «Aimer le peuple est une vocation d'aristocrate. Le démocrate ne l'aime qu'en période électorale». Et une autre: «Nous ne blâmons pas le capitalisme parce qu'il fomente l'inégalité, mais pour favoriser l'ascension de types humains inférieurs». Alors là, on pourrait encore plonger évidemment sur son côté extrêmement, aristocrate, hein. D'ailleurs, il disait aussi de mémoire qu'un homme ne peut être libre que si c'est un héritier, hein, un rentier, puisque fondamentalement, s'il est employé ou même patron, il est quand même soumis à certaines obligations et ne peut pas être complètement libre au niveau de sa réflexion. Alors là, je n'ai pas malheureusement la scolie sous les yeux pour pouvoir vous dire, mais sauf erreur de ma part, il dit quelque chose de ce style. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas être abonnés à la chaîne alors que vous visionnez du contenu qui visiblement vous intéresse. Donc je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour permettre d'agrandir notre communauté et de renforcer le catholicisme sur YouTube. Mille merci et très bonne suite d'entrevue. Alors maintenant, on va passer à Abel Bonnard. Peut-être un dernier point. Oui, Si allez-y, vous, je vous en prie. vraiment un tout dernier point, si vous le permettez. Alors, on va pas passer en revue toutes les philosophies, tous les systèmes modernes auxquels Gomez Davila s'en prend, contre lesquels il écrit ses scolies, mais simplement un dernier système, une dernière philosophie qui me semble intéressante d'évoquer, c'est le culte de la technique. Voilà. Alors Gomez Davila, voilà, parce que bon, on pourrait se dire le libéralisme à l'état pur ou le marxisme, bon, n'existe plus. Oui, mais il y a de nouvelles idoles qui sont apparues. Alors on pourrait évoquer évidemment le gauchisme, on pourrait évoquer aussi le progressisme chrétien, dont on sait les ravages qu'il a fait dans l'Église. Mais Nicolas Gomez Davila, eh bien, évoque aussi le culte de la technique. Et alors là, il dit en substance, ici, pas de quoi de rire, ce culte est satanique. Voilà. C'est-à-dire que les systèmes modernes, jusqu'à présent,
globalement diviniser l'homme. Voilà. Ce qui est proprement satanique aussi, mensonger. Hein, bon. Mais diviser l'homme. Le culte de la technique qui s'impose depuis la fin du siècle dernier et dont on voit aujourd'hui ce qu'il donne avec le transhumanisme, etc., ce culte-là ne divinise même plus l'homme, mais le produit de l'homme qui est la technique, qui est la machine. Ce qui est proprement oui, délirant, fou. Et voilà, pour terminer sur ce point, Nicolas Gomez Davila n'évoque pas Elon Musk puisqu'il ne l'a pas connu évidemment, mais quand on voit certains à droite qui font aujourd'hui d'Elon Musk le nouveau défenseur de la droite, pour ne pas dire le messie, bon, on est assez, disons qu'on est assez sceptique, n'est-ce pas? Parce que cet homme, alors c'est pas le sujet de notre conversation, on pourra en parler des heures, mais c'est fondamentalement, typiquement, ouais, un idolâtre de la technique, quelqu'un qui a mis dans la technique son salut et le salut de l'humanité. Voilà. Absolument. Bah, il veut d'un paradis terrestre, donc évidemment, il s'oppose Voilà. à nous y de manière totalement diamétralement. Opposé. Mais évidemment, c'est toujours la même chose, hein. Enfin, ça, j'en parle assez souvent, c'est cette fameuse gestion des contraires ou cette dialectique hegelienne. On a le méchant Bill Gates, par exemple, et le gentil Elon Musk. Ouais. Alors que fondamentalement, ils prônent la même chose, Bah c'est-à-dire oui, oui. le puçage de l'homme, la vie éternelle, etc., etc. Sauf que je ne sais pas pourquoi, enfin, enfin si, je me doute pourquoi quand même. Mais Elon Musk est évidemment protégé de ce genre de critiques, ce qui est quand même assez formidable, en effet, dans notre milieu, si on peut l'appeler notre milieu. Mais je crois que ces gens ne sont pas forcément avec nous, hein. Voilà, comme le libéral et le marxiste hier, voilà, comme quand toute une droite eh bien, prônait le libéralisme par anticommunisme. Finalement, on retrouve un peu les mêmes schémas. Exactement. Alors maintenant, revenons à Abel Bonnard aussi, que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert bon, il y a longtemps et pas si longtemps quand même. Alors ça, c'est le numéro 19, donc de avril 2025. Beaucoup d'articles concernant justement cet excellent Abel Bonnard. Alors moi, j'ai plusieurs ouvrages d'Abel Bonnard. Donc il y a Saint-François d'Assise, L'Argent, aussi avec des... Alors une note, c'est marqué notes et maximes. Donc ce ne sont pas des scolies. Je vais en partager quelques-unes parce que c'est très bon. L'Amitié, qui est un ouvrage exceptionnel. Et c'est exceptionnel. Honnêtement, je pense que c'est mon préféré d'Abel Bonnard. Enfin, je suis très attaché à ces valeurs de bien commun, d'amour même, je dirais, au sein d'un couple, hein. Je crois qu'il y a il y a beaucoup d'auteurs des années 30 qui ont écrit là-dessus, où c'est absolument fantastique. Et puis, là, vous avez Les Modérés, donc la réédition chez Contre-Culture, des Modérés. Alors, il y a 4 articles. Oui, Non, 3. malheureusement, il n'y en a pas sur l'amitié. On aurait bien voulu en faire un cinquième sur l'amitié, mais c'est une question de place. Bon, Voilà. faudra en Alors, parler quand même. alors si on devait peut-être présenter brièvement tout d'abord Abel Bonnard, qui il est. Alors, on a eu un peu le Gomez Davila aristocrate, qui ne reconnaissait pas la Colombie, qui était, je dirais, profondément européen. Et là, Abel Bonnard, vous le dites dès les premières lignes, hein, pas Profondément français, lui. exactement, issu de classe moyenne, et puis qui finit académicien, ce qui est quand même aussi le summum, le sommet, en tout cas, il me semble, pour un penseur en France, à l'époque, je précise À à l'époque. l'époque, oui, aujourd'hui, je ne sais pas si ça vaut encore le coup. Euh, Voilà, une petite parenthèse, vous savez, c'est Maurice Bardèche qui était invité dans une émission dans les années 80. C'est là qu'on se dit, je suis pas en train du tout de dire que c'était des années sympathiques, mais que ouais, l'époque a quand même changé parce qu'il y avait encore ce genre de personnage et qui pouvait encore de temps en temps s'exprimer sur les plateaux de télévision. C'était dans l'émission Apostrophe qui était quand même de bon niveau. Et bref, et à un moment, Bardèche, qui vient parler de Louis-Ferdinand Céline, se montre assez dur à l'égard de ce dernier, et il lui reproche notamment à un moment justement d'avoir cherché toute sa vie, donc après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, de rentrer à l'Académie française en disant, en substance,
voilà, quand on est un grand homme, ces petites choses sont vraiment de peu d'intérêt. Bon, et surtout, vu ce qu'est devenu l'Académie française, vu ce qu'est devenu l'Académie française. Bon, bref, alors, il fut un temps où c'était quand même une gloire, et sans qu'Abel Bonnard l'ait spécifiquement cherché, en tout cas à ma connaissance, il y a été ce qui témoigne quand même la qualité du personnage, c'est important de le mentionner, qualité de la plume d'abord, ça fait indéniablement partie des plus belles plumes du XXe siècle. Alors, pas original, mais simplement très classique. Et, euh, et en fait, bah, je crois tout simplement que c'est ce qui fait que c'est une grande plume. Hein. Il s'est tout simplement inscrit dans la tradition des grands classiques. Et alors en même temps, sur le fond, là encore, une pensée très perçante, je crois qu'on peut le dire, et alors en même temps très sulfureuse, ce qui le rend là aussi sympathique, alors encore plus sulfureux que Gomez d'Avila, parce que donc en quelques mots, Abel Bonnard, donc dans les années 30, était proche de l'Action française, et voilà, sans faire partie de l'Action française, eh bien, a écrit dans les divers revues tournant autour de, comment dirais-je, de ce milieu. Euh, et comment dirais-je, avec les années passant, on peut dire qu'il s'est radicalisé au sens où notamment avec, donc évidemment avec les modérés, au sens où il a vu, je dirais, de plus en plus à quel point les modérés, les libéraux, les conservateurs, on les appelle comme on veut, tout cela est une seule et même chose, eh bien, étaient au fond des traîtres, hein, tout simplement. Euh, la Seconde Guerre mondiale arrivant, donc Abel Bonnard eh bien, a soutenu Vichy, comme beaucoup d'intellectuels de droite, proches de l'Action française, et il a été ministre donc, de l'instruction, je crois que c'est le terme exact, de l'instruction nationale à partir de 1942. Bon, ce qui fait évidemment que c'est un personnage sulfureux dont on entend assez peu parler dans les grands médias et même d'ailleurs dans nos milieux, ce qui est assez dommage, peut-être parce qu'il a été ministre de Vichy, mais c'est quand même dommage d'oublier quelqu'un pour une telle raison. Et j'ajouterais que moi je trouve ça plutôt courageux. Alors voilà, c'est pas un homme d'action, donc je ne pense pas que comment dirais-je que ce qu'il y a à retenir de lui soit surtout son action en tant que ministre, même s'il a essayé de faire des choses qui vont certainement dans le bon sens. Euh, mais je crois que vraiment sa pensée sur l'éducation, eh bien, est encore éminemment actuelle. Et d'ailleurs, l'article qui suit porte précisément sur ce sujet, un article de Philippe Delettre, qui avait écrit un livre il y a quelques années, il y a un an d'ailleurs, je crois, sur Saint-Exupéry. Philippe Delettre revient donc sur la conception bonnardienne de l'éducation. L'idée de Bonnard est assez simple. Je dirais qu'au fond, elle relève du bon sens. Eh bien, c'est que tous les hommes ne sont pas égaux, notamment en intelligence, et que par conséquent, tous les hommes, tous les enfants ne sont pas faits pour suivre le même cursus scolaire. Tous les hommes ne sont pas faits pour faire des années et des années d'études. Et je dirais que les faits aujourd'hui le confirment, en tout cas en France. Vous avez alors depuis les années 60, de plus en plus de jeunes gens qui font des années et des années d'études, alors qu'ils n'ont pas spécialement un bon niveau, pour devenir à la fin soit rien du tout, hein, parce que c'est une réalité, voilà, le chômage de masse, pour des gens qui ont fait des études, encore une fois, soit pour avoir un emploi, mais peu intéressant et qui a peu à voir avec leurs études. Donc, je pense que c'est vraiment éminemment actuel. Et alors, comment dire, la réflexion de Bonnard
est vraiment importante, en particulier pour nous Français, parce qu'il y a quand même en France un certain intellectualisme, alors qui est assez ancien hein, quand même, mais un certain intellectualisme, voilà, qui voudrait que la seule finalement voie comment dirais-je, de perfection finalement, soit la voie intellectuelle, soit la voie universitaire. Et quand cet intellectualisme, eh bien, quand à cet intellectualisme s'ajoute l'égalitarisme, eh bien, on en arrive à l'idée sur laquelle tout le monde devrait faire des études. On en arrive à l'idée sur laquelle, eh bien, les métiers manuels seraient méprisables, ou ce serait vraiment une voie par défaut, etc. Bon, alors que pas du tout. Ce que nous dit Abel Bonnard, c'est finalement très classique, hein, c'est que il y a une diversité d'intelligences. Il y a des intelligences qui sont plus spéculatives, d'autres qui sont plus pratiques, d'autres plus manuelles. On a déjà cette idée chez Aristote, hein, et que par conséquent, eh bien, il faut que chacun réalise sa forme d'intelligence spécifique. Voilà, sinon, on court à la catastrophe, tout simplement. Et Ah, donc, en réalité, eh bien, c'est une minorité qui est faite pour l'étude, qui est faite pour les choses de l'esprit. Alors voilà, c'est pas du tout, oui, c'est pas du tout égalitariste, c'est très aristocratique, mais c'est la réalité. Voilà. mais c'est très bien. J'ai une peut-être citation Oui, de Pideuze qui pourra aussi aller dans ce sens. Dans un message radiodiffusé en Noël 44, les inégalités provenant d'accidents comme la vertu, le talent, la beauté, la force, la famille, la tradition, etc., sont justes et conformes à l'ordre de l'univers. Et je crois en effet qu'il y a une confusion dans notre époque qui est assez folle, hein, qui veut de l'égalité, l'égalitarisme, jusqu'à l'indifférenciation ou encore au fameux concept de Zygmunt Bauman sur la vie liquide, hein, où il y a vraiment plus aucune structure, plus aucune forme. C'est qu'en effet, on traite les aristocrates comme Abel Bonnard ou Gomez Davila précédemment, comme des gens orgueilleux, mais je crois tout le contraire. Je crois en effet que c'est faire preuve d'humilité que de se soumettre à l'ordre naturel voulu par le bon Dieu, et donc qui fait qu'il y a cela et qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une volonté d'aller à contre-courant, contre la volonté du bon Dieu, et de s'y soumettre. Je crois que c'est vraiment c'est vraiment l'erreur de notre monde actuel, parce que l'éloge de l'ignorance, c'est en effet nous dire que pas tout le monde ne peut être académicien, en l'occurrence, comme le cas d'Abel Bonnard, mais qu'il nous faut aussi des intelligences, je dirais, dans tous les niveaux de la société, si j'ose dire. Alors, je vais pas vous faire comme dirait Maître Bonan, l'intelligence du cœur, comme on l'appelle, hein. Enfin, puisqu'évidemment, il critique ceux qui disent oui, il y a l'intelligence du cœur. Non, il y a l'intelligence, mais il y a aussi d'autres choses qui font que nous avons besoin de tous les corps de métier et qu'ils s'inscrivent dans cet ordre. Et c'est vrai que de nos jours, on n'arrive pas du tout à l'accepter, et c'est vraiment tout est considéré comme une forme d'injustice. oui, tout à fait. Donc en effet, très très intéressant, en effet, cet éloge de l'ignorance. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être encore quelques mots à dire sur l'éloge de l'ignorance, sinon nous passerons peut-être au Oui, modéré. au point suivant. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Alors, évidemment, c'est en grande partie en raison de ces idées que Bonnard, eh bien, est, comment dire, diabolisé. Enfin, d'ailleurs, qu'on n'en parle pas, hein, puisqu'il est diabolisé. Et puis aussi en raison du fait, pour en terminer avec sa biographie, eh bien en raison du fait donc qu'il a été ministre de l'Instruction nationale sous Vichy. Et donc ensuite, bon bah pour tout simplement pour échapper à la répression, il s'est exilé en Espagne, hein, comme beaucoup de penseurs, d'intellectuels de sa catégorie. Alors oui, les modérés, puisque je l'évoquais tout à l'heure, donc ce très bon livre, qui est probablement, je pense quand même, son livre le plus connu, et puis aussi le plus percutant. Euh, le propos de Bonnard rejoint à certains égards celui de Gomez Davila, et c'est pour ça que j'avais proposé eh bien, que l'on parle des deux, puisque Bonnard, dans Les Modérés,
comme Gomez d'Avila, eh bien, établit une nette distinction entre ce qu'il appelle les modérés, ou libéraux, ou conservateurs, ou bourgeois du point de vue de la mentalité, et les authentiques réactionnaires. Et alors, bon, on peut peut-être pas aborder tous les points, mais une chose qui me paraît vraiment essentielle, Bonnard remarque que le reproche, en fait, Bonnard essaie de les distinguer, notamment à partir de l'analyse des reproches que le modéré et le réactionnaire se font mutuellement. Et ce que Bonnard remarque, c'est que le modéré, eh bien, reproche toujours au réactionnaire un manque de stratégie, un manque d'intelligence pratique. Voilà, le modéré dira réactionnaire qu'il n'a pas compris les enjeux de l'époque, qu'il eh bien n'est pas assez perspicace, etc. Ce qui peut-être, nous dit Bonnard, n'est parfois pas faux. Voilà, c'est pas parce qu'on est réactionnaire qu'il faut, je dirais, n'avoir aucune stratégie sous prétexte qu'on a la vérité. Il faut avoir et maintenir et défendre la vérité. Ça n'empêche pas ensuite d'avoir une stratégie. Mais enfin, voilà le reproche que fait le modéré au réactionnaire. Ce qui signifie quoi au fond? Ce qui signifie que le modéré est quelqu'un qui, au nom de la stratégie, hein, au nom de l'entrisme, etc., eh bien, en vient à renier à peu près l'ensemble des principes auxquels il était initialement attaché. Alors que le réactionnaire, eh bien lui, ce qu'il reprochera aux modérés, ce que nous, réactionnaires, reprocherons aux modérés, c'est tout simplement d'avoir perdu leur dignité morale. C'est un reproche d'ordre moral que le réactionnaire fait aux modérés, c'est celui d'avoir eh bien, trahi son camp, c'est celui d'avoir perdu tout sens de la dignité, de l'honneur, c'est celui d'avoir perdu, je dirais, le goût même de la vertu. Hein. Donc voilà, le modéré est celui qui s'attachera à certaines apparences, à certaines formes qui relèvent du passé. Le modéré, je m'y attarde assez longuement dans mon article, est celui qui, si on actualise aujourd'hui, eh bien, aime les belles tapisseries, les belles demeures, la chasse à court. J'ai rien contre la chasse à court hein, en soi, mais voilà, les bons mets et les bons vins, qui se dira conservateur au sens où voilà, il n'aime peut-être pas que il n'a pas forcément envie que ses filles deviennent des hommes ou que ses garçons deviennent des filles. Voilà. Mais au fond, eh bien, c'est quelqu'un qui est attaché à une chose, à savoir ses biens, voilà, et la jouissance de ses petits biens, son confort personnel, son confort social. Hein, voilà. Donc, le modéré est celui qui dira qu'il faut se faire à tous les régimes, qu'il faut essayer d'influencer tous les régimes, tous les gouvernements, etc. Mais qui, pour ce faire, en viendra à renier, encore une fois, l'ensemble de ses principes. Et puis, note à Bonnard, voilà, le modéré parlera volontiers de devoir de servir tous les régimes, mais beau devoir que celui qui eh bien, permet finalement de toujours avoir une situation. Bon, bah, au final, le modéré est celui qui s'y retrouve toujours. Et puis enfin, dernier point, qui là aussi est très actuel, Abel Bonnard fait remarquer que le modéré est finalement assez facilement satisfait, puisqu'il a une petite place, puisque le système lui accorde une petite place, contrairement au réactionnaire qui lui est diabolisé, eh bien le modéré finalement, oui, sera assez facilement satisfait de l'état présent des choses. Voilà. Et donc, je faisais remarquer dans l'article que voilà, quand aujourd'hui certains en venaient à être satisfaits simplement parce que eh bien, il y avait une émission de droite, entre guillemets, par semaine sur une chaîne de radio publique ou une chaîne de télévision de droite sur 200. Quand certains viennent à être satisfaits de cet état des choses, là encore, on est un peu, comment dirais-je, on est un peu étonné. C'est-à-dire que, bien, non, on n'est pas, en tout cas le réactionnaire, n'est pas satisfait quand il a la parole une fois par semaine, ici ou là. Il est satisfait, il sera satisfait
quand l'ordre naturel des choses sera restauré. Point. Donc voilà, c'est une pensée qui, je crois, est très perspicace et très actuelle. Malheureusement, il faut le dire, Abel Bonnard, voilà, n'est pas catholique. Donc pour le coup, euh, il manque cette perspective surnaturelle qu'il y a pour le coup chez Gomez d'Avila. Voilà, il manque l'idée d'ordre divin. Mais enfin, dans la critique des modérés, il est très bon. Ça me fait penser à. Bah, j'ai réédité ici à l'écran, je le mettrai à l'écran, donc l'exégèse des lieux communs de Léon Bloy. Et il critique évidemment la tiédeur, et notamment il y a différents chapitres. Par exemple, il y a du bon dans toutes les religions. Oui, L'argent ne fait pas le bonheur, mais y compris. cherchez de midi à 14 heures. Tous les goûts sont dans la nature. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, hein, qui sont tous ces lieux communs du bourgeois, c'est qui sont vraiment assez insupportables. Maintenant que quand je les entends, j'ai les oreilles qui sifflent, parce que en effet, c'est le symptôme de notre époque, qui est cette tiédeur, ce conformisme, cette modération, où en plus, je pense que Abel Bonnard évidemment le dit, mais en fait, les gens enfin, j'ai l'impression que plus on est modéré, plus on se croit sulfureux dès qu'on dit quelque chose. Je sais pas si Ah vous oui, avez oui, tout à fait. remarqué, Oui, oui, mais oui. les Alors, modérés se sentent extrêmement sulfureux, alors qu'en règle générale, ils disent souvent des platitudes. oui, oui, Ce c'est qui est très assez drôle, mais pénible par ailleurs. pour reprendre l'exemple comment dire, du transgenrisme, je suis toujours, mais vraiment étonné de voir des gens dire sur les plateaux télé, écoutez, avec un air très grave, je vais vous choquer, je vais être sulfureux, je vais probablement être diabolisé, et j'ai du mal à le dire, mais je vais avoir le courage de le dire. Voilà, un homme et un homme, et une femme et une femme. Voilà. Donc, alors évidemment, Bonnard ne prend pas un tel exemple, il prend d'autres exemples parce que c'était pas actuel, mais on est en plein dedans, quoi. Alors oui, je vous rejoins tout à fait dans ce constat. Oui. Plus on est modéré, plus on se croit sulfureux, parce qu'en fait, plus on intériorise le fait que, eh bien, au fond, qu'il n'y a pas d'ordre naturel. Hein. On revient toujours à cette idée philosophique et théologique. Et donc, eh bien, dès que le modéré réaffirme un tout petit peu, un tant soit peu, une pâle vérité, une petite vérité, voilà, relevant de l'ordre naturel, il a l'impression d'être voilà, d'être un révolutionnaire, enfin, au sens de quelqu'un qui s'opposerait au système, quoi, d'être un réactionnaire. Ouais. Non, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant à constater. Alors, il y avait peut-être un dernier point, sauf dans ma part, où vous évoquez Sur Saint Saint François François. d'Assise. Ah bah oui. Exactement. Alors, moi, j'avais peut-être quelques petites notes que je voulais partager. Alors, les gens pourront retrouver aussi sur mon canal Telegram et sur mon X, hein, donc sur mon Twitter. Je partage pas mal de ce qu'on appelle des mèmes, donc des illustrations avec des citations. Alors, par exemple, sur l'argent, donc ici, le monde moderne est le monde de l'argent. C'est la plus brève façon de dire qu'il n'a plus d'âme. L'argent ne doit être que le plus puissant de nos esclaves. Et une dernière. Il y a des riches qui ne nous montrent qu'un homme au service de l'argent et d'autres qui nous montrent l'argent au service d'un homme. Enfin voilà, je trouve aussi que ces petites phrases sont assez exceptionnelles et qui m'aident bien de dénoncer cela. Vous évoquiez que les gens, enfin que Abel Bonnard n'était pas catholique, comme aussi Henri Béraud que j'ai réédité, mais ces gens étaient quand même profondément bercés, Oui, baignés dans un imbibé. univers quand même catholique, ce qui faisait qu'ils étaient, je dirais quand même, pour moi, peut-être beaucoup plus chrétiens que la plupart de nos modernes, Ah oui, oui, qui ont oui. totalement apostasié et qui ont évolué dans un monde 68 art, anti-chrétien à bien des égards, anti-laïcard, etc., etc. Donc là, il y avait encore ce socle, je dirais, qui faisait que ces Oui. gens étaient quand même baignés et imprégnés de cela. Bah, heureusement d'ailleurs. Ouais, que ce soit sur le plan culturel ou et surtout sur le plan moral, c'est-à-dire que Oui. c'était des personnes qui, alors il s'agit pas de canoniser Abel Bonnard, hein, mais enfin c'était des personnes, oui, qui avaient une certaine morale, ce qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui, quoi. Absolument. Alors peut-être quelques mots sur Saint François d'Assise, hein. Il a écrit un ouvrage très intéressant à son sujet. Alors on pourrait dire que c'est une biographie
élogieuse, je ne sais pas, mais en tout cas, il veut mettre typiquement, ça c'est encore une preuve assez incroyable, dire que Abel Bonnard n'est pas catholique, mais pourtant il consacre un ouvrage entier de plus de 200 pages à Saint François d'Assise. Donc, Oui, tout à fait. Alors nous avons en effet donc un bel article sur Saint François d'Assise qui aujourd'hui est très à la mode, comme on le sait, que ce soit dans l'Église ou même dans la société. Ce qui pourrait nous le faire un petit peu, comment dirais-je, ce qui pourrait avoir pour conséquence que nous nous désintériorions du personnage. Je dois confesser, hein, voilà, très, très humblement, que moi-même, alors je suis plutôt très un grand admirateur de Saint Dominique. C'est vrai que par nature, j'ai moins voilà, de dévotion pour Saint François, ce qui est après légitime dans l'Église. Évidemment, nous devons honorer tous les saints, mais on peut avoir plus ou moins d'affinité pour tel ou tel saint. Et c'est vraiment en fait Abel Bonnard qui m'a fait récemment redécouvrir cette belle figure. Alors voilà, Saint François est aujourd'hui pour les uns le père de l'écuménisme et du dialogue interreligieux débridé, pour les autres une espèce d'écolo bobo avant l'heure, pour les autres encore un hippie tendance New Age. Bon, alors évidemment, Saint François n'est absolument mais rien de tout ça. Ce qui est vrai, c'est que Saint François était un homme profondément charitable, d'une bonté et d'une douceur hors norme, mais sa douceur, c'est ce que je rappelle dans mon édito, était celle du Christ. C'est-à-dire que cette douceur, la douceur de Saint François était celle du fort qui est conscient du fait que eh bien, les hommes sont faibles et qu'il faut eh bien, être patient, que la patience, jusqu'à un certain stade, est nécessaire pour laisser les âmes eh bien, se convertir, etc. Mais on n'est pas du tout dans la douceur tolérance. Hein, on est vraiment eh bien, à l'opposé, je dirais, de la tolérance moderne. Par ailleurs, Saint François donc, est un grand amoureux de la nature, évidemment, comme chacun sait, mais c'est d'une nature qui est le reflet de son créateur, c'est d'une nature qu'il s'agit de protéger et d'aimer, mais comme, oui, comme reflet, comme miroir du bon Dieu. Donc là encore, on est à milieu eh bien, de toute espèce de panthéisme, de divinisation de la nature ou d'écologisme bobo. Et puis enfin, Saint François est vraiment la radicalité même dans la fidélité à l'évangile. Et ça, souvent, on le laisse un petit peu de côté pour ne pas dire qu'on l'oublie totalement. Donc voilà, une belle figure à redécouvrir pour nos auditeurs, peut-être voilà, pour ceux qui seraient sinon fâchés avec Saint François, mais pour ceux qui en auraient peut-être marre d'entendre parler de Saint François à tort et à travers, et bien voilà, un beau livre à lire sur Saint François d'Assise, qui est une belle invitation eh bien, à la radicalité de l'Évangile. Voilà. Très bien. Alors écoutez, je vous remercie chaleureusement, cher Louis Furier. Je Merci, rappelle David. évidemment à nos auditeurs que tous les liens sont dans la description pour se procurer, alors pas seulement le numéro 18 et 19 qu'on a présenté, mais en général même s'abonner, je dirais, pour un peu avoir un goût encore d'une petite revue qui défend la civilisation catholique, qui me semble en grand danger. Donc évidemment, initiative à soutenir. Voilà. Chers amis, je vous remercie encore une fois de votre fidélité et d'avoir suivi cette émission. Je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite, haut les cœurs, et que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, chers amis, l'entrevue est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, je vous invite à aller dans la description pour vous rendre soit sur mon espace Patreon, soit sur mon espace Rejoindre, pour avoir accès à différentes entrevues avec des écrivains, essayistes ou encore éditeurs. Alors dans ces invités, vous avez eu Pierre Hillard, L'Abbé Riou, Serge Abad Gallardo ou encore Monsieur K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous serai très reconnaissant. À très vite pour une prochaine entrevue. Et sinon, je vous dis évidemment, haut les cœurs et que Dieu vous garde.